Depuis le film Zéro, c'est mon GOAT. C'est le GOAT de Gege Akutami. C'est notre GOAT à tous. Yuta! 1738, I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a circle, what's the Wagwan. Alors les gars, on se retrouve pour le dernier épisode de Jujutsu Kaisen pour cette saison 3, la première partie en tout cas. Donc ça va être full fight, ça va être le Yuta Mania, Yuta Kaisen. On a eu le droit à Maki Kaisen plus tôt dans la saison, l'épisode 4 si je dis pas de bêtises. Épisode 12, Yuta Kaisen, c'était magnifique. J'ai pas couvert l'épisode dernier avec Megumi, je l'attendais mais bon, j'ai eu des préoccupations, j'ai pas pu trop le couvrir. J'ai été un petit peu déçu honnêtement, ça a été très bon franchement, pas sur l'épisode en soi mais j'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas la même tension, il n'y avait pas le même esprit combatif que on a ressenti dans le manga par rapport à ce fight de Megumi face à Registar. Bon, ça a resté un épisode très correct, très bon même. C'était pas à l'auteur de mes espérances, mais bon, c'était quand même très cool. Et cet épisode-là est toujours dans cette veine, c'est même peut-être le meilleur épisode de la saison. Le meilleur épisode de l'année même, aux côtés de l'épisode 1 de Jojo. Avant de continuer, si le contenu de la chaîne te plaît, pense à t'abonner. C'est super important, ça fait plaisir et en même temps, ça donne de la force et de la visibilité. Optionnellement, tu peux aussi liker, commenter, partager. Pareil, ça donne de la force et on est reparti. Alors l'épisode va commencer tout de suite, comme il nous avait laissé dans la semaine dernière donc, avec Yuta qui entre dans l'arène de Sendai et qui vient casser le statu quo tout de suite. Il va trouver Druv, donc le gars qui avait unifié l'archipel pendant la guerre froide ou la guerre mondiale, je sais plus trop, la guerre du Vietnam pardon. Et ben, il le one shot et il sauve les civils. Et là on va être dans sa tête, dans sa psyché. Et Yuta, comme à son habitude, comme depuis son introduction, il a vraiment ce cœur sur la main, ce caractère de héros, de grand frère. Il va veiller sur les civils, il va les escorter, il va faire en sorte qu'ils s'en sortent sans problème, sans se faire blesser, sans se faire tuer. En plus des civils, donc il a cette responsabilité-là, mais il a également la responsabilité donc des points, des règles qu'ils veulent ajouter pour la traque, pour faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Il compte sur ses équipiers, il compte sur les autres élèves, mais il se dit que c'est lui qui va tout régler. Il se dit qu'il va amasser donc 400 points pour ajouter les 4 règles dont ils ont besoin pour mettre fin à la traque. Il veut également tuer Kenjaku pour éviter à Gojo de porter ce poids-là une fois de plus. Yuta veut tout prendre sur ses épaules. C'est vraiment un grand frère. Il veut veiller à ce que tout se passe pour le mieux, que les autres n'aient pas à se salir les mains, que les autres n'aient pas à s'inquiéter, à souffrir. Et c'est lui qui prend tout. C'est une facette qui fait que Yuta il est aimé de beaucoup. Moi c'est mon personnage préféré de Jujutsu Kaisen. Et c'est une de ces facettes là qui fait que oui on le kiffe. Et en plus de ça, dans son chara design, on ressent en fait ce caractère là. Parce que si vous regardez bien dans le film Zero, le Yuta qu'on avait, il a pas la même tête du tout. Il était très... il avait un visage assez candide, vous voyez. Et là, depuis la saison 3, donc depuis son apparition, il a des grosses cernes, sa coupe elle est un peu, voilà, elle est un peu tombante, comme si il a la flemme de se coiffer. Voilà, il a un regard un peu vide. On sent qu'il a vécu des choses, on sent qu'il porte un poids sur ses épaules, alors que finalement il est libéré de ce qui le pesait par rapport au film Zero, donc Rika. Et bien finalement, on voit que c'est un personnage qui porte vraiment beaucoup de choses, qui a vraiment un poids énorme sur lui. Donc là, Yuta qui escorte les civils va voir l'apparition de Kuro Urushi. Donc c'est un des fléaux, celui qui avait créé un statu quo, donc les 4 plus puissants de l'arène de Sendai, avec Druv, Uro et Ryu. Donc il va apparaître devant Yuta en train de foutre le sbol. Il envoie ses insectes, ses cafards dégueulasses partout. Le gars c'est un propriétaire de HLM. C'était une dinguerie, c'était dégueulasse. En tout cas le combat commence. Et là Yuta va nous montrer pourquoi c'est le boss. Donc on aura des chorégraphies comme d'habitude, magnifiques, l'animation, Yuta qui flex avec son épée, au corps à corps, avec sa stratégie. Bon.
On a l'habitude depuis le début de la saison, c'est pas ça qui va être le plus intéressant de discuter. Et là, Yuta nous dit quelque chose, c'est qu'il ne veut pas utiliser ni son sort d'inversion, ni Rika. Parce qu'il y a les deux autres grosses têtes d'affiche qui sont en train de regarder le combat. Et il ne veut pas révéler toutes ses cartes. Et ça va s'avérer très important pour la suite de l'épisode, pour la suite du combat en Royal Rumble, si on peut dire ça. Donc Yuta va faire semblant de se faire avoir par Kuro pour finalement l'attraper et le galoche pour lui envoyer un sort d'inversion dans le corps. Alors Yuta, je t'aime beaucoup, hein, t'es mon gars, mais t'es dégueulasse. Il aime trop embrasser les fléaux, c'est quoi ce délire là? Il avait galoche Rika hein, dans le film Zero, moi j'ai pas oublié. Là c'est la deuxième fois, toi t'es chelou, toi t'es chelou. Donc quoi qu'il en soit, il se débarrasse de Kuro. Et là, pas de répit, Uro, donc la femme qui maîtrise un peu le ciel, son sort va être expliqué plus tard, va apparaître et elle va l'envoyer voler à travers la ville. Donc là, on voit qu'elle a une sorte de bif avec Yuta, elle comprend que c'est un Fujiwara, en tout cas un descendant. Honnêtement, dans le manga, j'avais pas compris comment elle a capté ça. Dans l'anime, j'ai toujours pas compris. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, parce que là, je sais pas trop comment elle a compris ça. Quoi qu'il en soit, le combat continue, hein. On voit que son pouvoir est très polyvalent, très puissant. Elle met à mal Yuta et c'est pas rien du tout. On va avoir l'apparition donc de la dernière grosse tête, Ryu, qui va commencer à envoyer des kamehameha avec son crâne, avec ses cheveux à gauche, à droite, ça vole dans tous les sens. Ça aussi c'était magnifique. Ça m'a fait penser un peu à la technique de Boo, vous savez, quand il éradique toute l'humanité là sur le palais du Tout-Puissant. Et voilà, apparition magnifique de Ryu. Donc de là, le combat se transforme en Royal Rumble. C'est un 1 contre 1 contre 1. Yuta qui, il envoie sans Rika, sans son sort d'inversion. En tout cas au départ, parce que par la suite, il va être obligé de l'utiliser. Avec les dégâts qu'il va subir. Il est déjà un peu fatigué de son combat contre Uro. Parce qu'on le rappelle, il a une quantité d'énergie occulte gigantesque. La plus grosse jusqu'à maintenant en tout cas, sans compter Sukuna. Mais il ne la maîtrise pas extrêmement bien. Son afflux n'est pas maîtrisé, ce qui fait qu'il peut tomber à court. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il combat, il utilise le son d'inversion, il utilise son énergie occulte pour se renforcer, voilà. Et on va commencer à sentir la dualité. Il y a eu une dualité avec Uro au niveau d'un bif qui avait l'air d'être durant son époque. Mais celle avec Ryu, elle est vraiment plus philosophique. C'est pas personnel, mais c'est plus philosophique dans le sens où Yuta, on le sent qu'il fait les choses un peu par obligation, un peu parce qu'il doit les faire par responsabilité. Tandis que Ryu, il est revenu à la vie. Dans un sens, il est comme Yuta, il n'a pas de raison particulière, il n'a pas de choses qu'il regrette, mais ce gars-là est un épicurien, c'est un kiffeur, comme on aime bien dire sur TikTok, c'est un kiffeur. Ça veut dire que il a vécu sa vie, il a voulu la croquer à plein dents. Et c'est le bon terme parce qu'il nous parle de dessert. Il a voulu croquer la vie à plein dents, voilà, avoir des combats, avoir des femmes, etc. Voilà, vous voyez le profil. Sauf qu'il n'a jamais eu ce petit truc, cette cerise sur le gâteau qui a fait qu'il a dit « Ok, ma vie elle est comblée ». Et c'est le problème donc de Ryu qui a fait qu'il est revenu donc 400 ans plus tard pour trouver son dessert comme il le dit. Donc c'est vraiment particulier comme personnalité. C'est un gars, il a l'air très excentrique, très solaire entre guillemets même. Et pourtant, il a une sorte de vide intérieur. Donc Yuta, au fur et à mesure du combat, il semble qu'il est en train de le combler. Il se pose la question plusieurs fois. Ah, et si c'était pas lui qui allait me donner ce dessert que j'ai eu besoin, que j'ai recherché toute ma vie, que je n'ai pas pu obtenir. Là, le combat continue. Yuta s'épuise. Il tombe presque à court d'énergie occulte. Et là, Ryu se dit que bon, c'était pas lui finalement, c'est terminé. Et bah, c'était mal connaître notre GOAT, Yuta Okkotsu. Donc Yuta, effectivement, depuis le début du combat, il se retenait. Pourquoi il se retenait? Parce que de 1, il n'utilisait pas son sort, qui est la copie et Rika. Ça, c'est très important. Rika est le sort de Yuta. Rika, c'est le sort de Yuta. De base, Rika est un fléau, oui, dans le film Zero, mais actuellement, à la fin du film Zero, la Rika fléau a disparu. Rika est devenu un Shikigami qui opère comme le sort de Yuta. Donc la copie, etc., la réserve d'énergie occulte, la réserve d'objets maudits, c'est le sort de Yuta. Ça fait partie de son sort tout ça. Donc là, le narrateur Tengen nous explique qu'une fois que Yuta se connecte avec sa bague
Rika, il peut la manifester à 100%. Et c'est là où il a cet afflux gigantesque d'énergie occulte. Il peut utiliser ses sorts à volonté, il peut utiliser sa copie à volonté, il peut utiliser ses objets maudits à volonté. Il est au maximum de son potentiel. Et là, on repart sur un 2v2, si je peux dire ça. Donc là, c'est plus Royal Rumble, c'est vraiment Yuta qui affronte Uro et Ryu en compagnie de Rika. Donc ça va être interchangé, on va voir les différentes dynamiques, les différentes confrontations. Il faut noter que les deux exorcistes là qu'il est en train d'affronter, donc ceux du passé, Uro et Ryu, sont extrêmement forts. J'ai vu beaucoup de gens se moquer de Yuta, beaucoup de gens vanner Yuta, dire qu'il est en galère, etc. Mais vous êtes des malades. Il a littéralement affronté 4 personnages de niveau classe S dans l'épisode. Il a one-shot Druve, il a affronté Kuro plus tôt, il a one-shot aussi avec son sort d'inversion, et là il est en train d'affronter 2 exorcistes qui ont ce niveau-là également. Parce qu'on voit qu'ils tiennent tête à Rika. Rika qui certes n'est pas aussi forte que dans le film Zero, mais elle est toujours à un niveau classe S. Rika, c'est extrêmement puissant. Le fait que les deux arrivent à lui tenir tête en 1 contre 1, ça démontre leur puissance. Donc là, encore une démonstration des pouvoirs des deux. Uro, j'ai trouvé que ça ressemblait, mais tellement au Gear 5. Dans le manga, c'était pas aussi flagrant en fait. Ça ressemble énormément au Gear 5. Elle peut manipuler ce qu'elle veut à sa guise en fait. C'est vraiment le pouvoir de Nika, c'est abusé. Et je l'ai trouvé beaucoup plus impressionnant que dans le manga d'ailleurs. À l'inverse de Ryu, qui son blast, c'est peut-être mes souvenirs qui me jouent des tours, mais pour moi il était létal le truc. Dans le manga là en fait il le spam un petit peu, mais dans le manga, quand il utilisait son truc, tu disais waouh, faut pas que ça touche parce que c'est une dinguerie. Et je pense que Mappa ils sont un peu ratés. Au niveau de Uro, top, parfait, ils l'ont sublimé. Au niveau de Ryu, voilà, j'ai mis des réserves, même si c'était très bien. Mais je reste quand même un peu sur ma faim. Donc là, on approche du climax, les 3 qui se rejoignent à un point précis et ils disent bon, les gars, on y va sérieux, arrêtons de blablater, on va dire les mots interdits. Donc extension du territoire à 3. Cette planche dans le manga, mais c'était une folie, c'était une folie. Ils l'ont très bien réussi, ils l'ont sublimé encore une fois, c'était magnifique. L'arrivée de Kuro, pardon, il va tout péter. On n'a pas vu les extensions de territoire de Yuta, de Uro, de Ryu. Ça aurait été bien d'avoir des éléments. Du coup, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est le sort appliqué à leur barrière, comment elle fonctionne en tout cas. Et c'était vraiment un kiff, En tout cas, sur tout ce qui est mis en scène dans cet épisode, à part le blast de Ryu, rien à dire encore une fois. Là, l'extension du territoire se pète. Kuro est revenu, il a semé sa zizanie. Et là, ça va finir en 1v1. Yuta va donc one-shot encore une fois Kuro avec son sort d'inversion. Il va lui arracher le crâne, enfin il va lui péter le crâne littéralement. Et t'as Ryu qui va one-shot Uro avec son blast. 1v1 de Yuta contre Ryu. Donc là, les 2 derniers épisodes, là, ils sont conclus à peu près de la même manière. D'un côté, Megumi et Lady Star qui ils se sont envoyés des bastos, garde du Nord, 1v1, comme des bonhommes. Et pareil, Yuta et Ryu qui ils se la foutent au corps à corps, ils se boxent. Les 2 sorts ils sont inutilisables entre guillemets. Donc là c'est vraiment fight et battle IQ. Et à ce niveau là, Yuta n'est pas en reste. Et c'est ça qui fait que c'est un véritable génie. Que c'est le Gojo on va dire de cette génération là. Il va avoir Ryu à son propre jeu. Mais on y revient juste après. Entre deux, pendant le fight, on aborde un peu plus cette question de dessert que Ryu nous rabâche depuis le début. Et on comprend qu'en fait, il était juste en recherche d'un adversaire digne. Il se sentait seul. Pourquoi il se sentait seul? Eh bien, il n'a jamais confronté quelqu'un qui l'a poussé jusqu'au bout de ses capacités, qui l'a poussé dans ses retranchements. On le voit, il dit il n'y a plus rien et pourtant il y en a encore. Et la mise en scène à côté était superbe. Avec les desserts, avec les gâteaux qui se mangent petit à petit pendant qu'ils échangent les coups, pendant qu'ils donnent tout pour savoir qui sera le vainqueur. Et c'est ça réellement dans Jujutsu Kaisen qui est super bien représenté. C'est que tu peux avoir, tu peux obtenir, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'as personne avec qui le partager, ça n'a aucune valeur. C'est une thématique qui peut être abordée avec des personnages comme Gojo, le plus fort, mais il est tout seul, personne ne le comprend. Il est utilisé comme une arme.
Sukuna, il est revenu 1000 ans plus tard, il a tabassé tout le monde, il a gommé tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, il veut faire ce qu'il veut, mais finalement, qu'est-ce qu'il anime réellement ce gars? Kashimo également, qu'on va apprendre à connaître dans la partie 2, qui a aussi cette thématique-là. Akari, qui veut vivre cette sensation de fièvre, vous savez, de quelque chose qui te remonte, quelque chose qui te prend par les tripes littéralement. Et donc là, Ryu qui est aussi dans cette situation-là. Donc là, comme je disais plus tôt, Yuta va la voir au niveau du Battle IQ. Il va retourner sa technique contre lui. Donc subtilement, après les extensions du territoire, Yuta a réussi à faire Rika bouffer le bras de Uro qui était arraché par Kuro. Grâce à ça, il a réussi à copier sa technique, qui est la manipulation du ciel, et retourner le blast de Ryu sur lui-même. Plus tôt dans l'épisode, il disait qu'il n'était jamais pris son propre rayon. Je pense que Yuta a vu ça, il a dû s'en inspirer, et ça a pas loupé. Il l'a littéralement one-shot dans un final grandiose avec l'opening qui se déclenche. J'ai beaucoup aimé ça, c'est un truc à la Black Clover, à la My Hero Academia, c'est très nouvelle génération, vous savez, le fait de conclure le climax en remettant l'opening, en remettant un peu d'épicness dans tout ça. Moi j'ai kiffé personnellement, c'était trop bien fait, la mise en scène, l'opening qui se répète aussi, qui monte en température, c'est la version Fuel évidemment, c'était vraiment fort, l'animation était au rendez-vous, franchement, encore une fois, j'ai l'impression que j'ai dit ça 1000 fois, mais bon, c'est un fait, hein. Donc l'épisode se conclut sur Yuta, donc qui attend que Ryu se réveille, parce que oui, il est pas mort, Uro non plus d'ailleurs. On voit que il les a gardés en vie simplement pour prendre leur point, et ouais, c'est logique. Donc Yuta a vaincu tous les plus puissants de la colonie de Sendai, c'est un exploit sensationnel, je le répète. Il a battu 4 classes S en l'espace de quelques minutes, qui est peut-être 1 heure maximum. Et de l'autre côté, on a cette conversation avec Uro, donc, qui s'était réveillée elle aussi, qui n'était pas morte, qui lui explique et qui lui fait comprendre que l'ego, vous savez, on dit que Yuta c'est the humble guy, il est très humble, etc. Et que l'ego, c'est ça qui te pousse au-dessus des autres. C'est ça qui fait de toi le plus fort. C'est ça qui te permet de passer un cap. Et quand on regarde les plus puissants dans Jujutsu Kaisen, Gojo, Sukuna, pour ne citer que, c'est exactement ça. Ils ont une confiance indélébile en eux-mêmes. Ils se considèrent au-dessus de tout. Ça aussi, c'est un principe intéressant dans la vie en général. J'ai même eu parfois la conversation avec des amis à moi. C'est vrai que peu importe ton domaine, on parle beaucoup d'humilité, mais si tu n'as pas une certaine forme d'ego, tu vas toucher un plafond de verre très rapidement parce que tu vas te limiter, tu vas avoir des pensées limitantes. Et c'est casser ces pensées-là, c'est passer outre ce genre de pensée qui te permet d'atteindre des choses que tu n'aurais peut-être pas soupçonné toi-même. Et c'est vrai que l'ego, l'arrogance, entre guillemets, c'est un bon outil pour ça. En tout cas, Jujutsu Kaisen, saison 3, partie 1, ça s'est conclu. De quelle manière? C'était incroyable. On a kiffé suivre semaine après semaine. J'espère que vous avez kiffé aussi. J'ai pas vu d'annonce sur la suite, sur la partie 2. Je pense qu'ils vont pas tarder à le faire. Ça devrait arriver rapidement, hein. Vu la hype, je pense qu'ils vont pas faire l'erreur d'attendre trop longtemps. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur cet épisode. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai kiffé cette saison-là. Enfin, cette première partie de la saison en tout cas. On attend la suite, mais avec impatience. On a Jojo en tout cas pour nous conforter, apparemment. Ça aussi, c'est pas trop sûr. Et on se dit à bientôt.